Chapitre 1. L'odeur de la paille et du péché. Les poules regardaient, encore. Perchées avec suffisance sur les poutres comme des inquisiteurs plumés, elles regardaient le seul lit du cottage avec un gloussement jugeur de temps en temps, comme si elles étaient personnellement offensées par le concept de liberté reproductive. Isolde détestait ces poules. Non pas parce qu'elles pondaient leurs œufs dans le linge propre, elle le faisait, ni parce qu'une d'entre elles lui avait déjà picoré l'orteil pendant un moment privé, c'était le cas, mais parce qu'elles étaient, littéralement, les seules créatures de la maison à avoir un accès visuel ininterrompu à chaque activité intime qui se déroulait dans cette pièce unique. Le cottage de sa famille était ce que les gens polis appelaient rustique, et ce que les gens impolis appelaient un cercueil parfumé au foin avec un problème de chèvre. Il avait un toit fait d'aspiration et de chaume qui fuyait, et un sol qui servait d'espace commun pour dormir, manger, prier, se disputer, accoucher et mourir. Pas nécessairement dans cet ordre. Isolde dormait à l'extrémité, près du foyer, où au moins la fumée éloignait la plupart des poux et le cochon de la famille, nommé Père Hoingsworth, respectait son espace personnel. Ce matin a commencé, comme la plupart des matins, par une claque. Pas d'un humain, bien sûr, mais de la main froide de l'angoisse existentielle, servie soigneusement avec du pain d'avoine rassis et une coupe de lait qui avait un goût suspect de l'oignon. « Tu as encore rêvé, n'est-ce pas ?» accusa sa mère, tout en saupoudrant des coquilles d'œufs écrasées dans le feu pour porter chance ou pour un mauvais goût, selon qui vous demandiez. Isolde se figea, prise en plein clignement. « Comment pourrais-tu le savoir? Tu souriais dans ton sommeil. Ça pourrait vouloir dire n'importe quoi. Tes genoux tremblaient, comme une chèvre en rue. Les poules caquetaient d'approbation. » Isolde soupira et tira sa couverture sur sa tête, ce qui ne fit absolument rien pour bloquer l'odeur de son petit frère qui pétait dans son sommeil, ni le faible son de grand-mère récitant des psaumes à l'envers, au cas où le diable se cacherait à nouveau sous les lattes du sol. Oui, elle avait rêvé. Encore. Des choses qui feraient fuir n'importe quel évêque qui se respecte en courant vers un seau d'eau bénite. Lèvres effleurant les coups. Des mains s'attardant là où elles ne devraient pas s'attarder. Une bouche chaude murmurant des mots que l'on ne trouve dans aucun livre de prière. C'était tout très passionné, très interdit et très, très anatomiquement spéculatif. Elle blâmait frère Aurélien. Pas parce qu'il avait réellement fait quelque chose. Au contraire, il n'avait absolument rien fait, ce qui, dans l'esprit tordu et fiévreux d'Isolde, avait tout empiré. Il était silencieux, gentil, réfléchi. Ses sermons étaient juste assez courts pour garder les vieilles veuves éveillées et juste assez compliqués pour tromper les jeunes en leur faisant croire qu'il s'adressait directement à leurs âmes. Son nez avait une forme aquiline qui suggérait qu'il avait peut-être été noble autrefois, ou du moins qu'il avait été nourri régulièrement enfant. Et le pire de tout, il avait des yeux pensifs, tristes, interdits. Dimanche dernier, alors qu'elle était à genoux dans le confessionnal, elle avait fait l'erreur de lever les yeux. Il avait dit « Vous pouvez parler, enfant », et elle avait murmuré quelque chose à propos de pensées impures, et il avait demandé des détails avec cette voix douce et sérieuse qui lui était propre, et la prochaine chose qu'elle savait, c'était qu'elle décrivait un rêve où elle volait des pommes nues. Elle n'était pas revenue depuis. On disait dans le village que le couple de 3 huttes plus loin avait été surpris en train de remplir ses devoirs conjugaux un jour de fête. Un jour de fête, rien de moins. Scandaleux.
Ils avaient été forcés de se tenir à l'avant de l'église, vêtus uniquement de modestie et d'une expression de profond regret, tandis que le prêtre agitait un haddock fumé au-dessus de leur tête et les proclamait purifiés. Isolde n'avait pas mangé de poisson depuis. Alors qu'elle se dirigeait vers la place du village ce matin-là, évitant soigneusement tout contact visuel avec quoi que ce soit de plumeux, elle remarqua les scènes habituelles. Des enfants couverts de terre et de joie, des femmes marchandant des oignons comme s'ils étaient en or, et un homme secouant furieusement une poule parce qu'elle lui avait volé sa chaussure. Des choses normales. Et là, près du puits, se tenait Gérald. Gérald le forgeron. Gérald aux épaules larges. Gérald qui pouvait soulever une charrette d'une main et vos attentes de l'autre. Il avait un sourire comme le lever du soleil et la profondeur émotionnelle d'un bol de soupe chaude. Ce qui, il faut l'admettre, était réconfortant en hiver. « Bonjour, Isolde », dit-il en grattant sa barbe, qui semblait pousser d'un pouce à chaque fois qu'il se frottait. « Gérald, je pensais. » Il marqua une pause, ce qui était courant chaque fois qu'une phrase impliquait plus de 2 idées. « Oh non. Peut-être qu'on devrait se marier. » Elle cligna des yeux. « Comme maintenant. » « Non, non, je voulais dire éventuellement. Disons, avant la Saint-Michel. » « Pourquoi ?» Il haussait les épaules. « Ma dit que j'ai l'âge. Et pas dit que tu as toutes tes dents. Ça semble pratique. » « Romantique. » Il rayonna. « J'essaye. » Elle n'a pas dit oui. Mais elle n'a pas dit non non plus. Surtout parce que son cerveau s'était momentanément transformé en une flaque de scepticisme tiède. Alors qu'elle se retournait pour s'éloigner, une oie, qui n'était pas la sienne, se jeta sur sa cheville. Elle prit cela comme un signe divin et se mit à courir vers l'église. À l'intérieur, c'était anormalement calme. Elle poussa la porte du confessionnal. « Déjà de retour ?» frère Aurélien demanda, sans lever les yeux. « J'ai peut-être péché par avance. » Il leva les yeux. Il y eut une longue pause. Puis, lentement, il lui fit signe de s'asseoir. Dehors, les poules caquetaient. À l'intérieur, le péché venait de commencer à se réchauffer. Chapitre 2. Des genoux, des confessions et d'autres virages dangereux. Mais la rébellion d'Isolde ne devait pas passer inaperçue longtemps. Dès le lendemain matin, le moulin à rumeur du village, propulsé par des langues acérées et un sens de la proportion totalement absent, était en pleine effervescence. On l'a vu parler aux moines. À l'aune. J'ai entendu dire qu'elle lit à la lumière des bougies, pour le plaisir. Je l'ai vu toucher une tomate avec ses mains nues. Un dimanche. Ces accusations odieuses et d'autres ont atteint les oreilles du père Tistelgrim, le prêtre local et grand prêtre officieux de l'overréaction hystérique. Un homme si tendu qu'il refusait de manger des œufs de peur qu'ils ne lui rappellent les ovaires. En l'espace d'une journée, Isolde se retrouva convoquée au tribunal ecclésiastique, qui, en réalité, n'était que l'arrière-boutique de la boulangerie, car le plafond de l'église s'était effondré l'année dernière lors d'un sermon particulièrement moralisateur. « Je ne suis pas une sorcière », dit-elle pour la 3e fois. Le père Tistelgrim la regarda en plissant les yeux. « Avez-vous un chat ? » ?»« Non. »« As-tu déjà parlé à un crapaud ? » ?»« Seulement une fois, et c'était un malentendu. »« Est-ce que tu saignes chaque mois ?» Isolde resta bouche bée. Tout le monde saigne chaque mois, même les chèvres, probablement. Le père Tistelgrim se pencha en arrière et fit un petit gribouillis sur son rouleau. Aurélien, qui avait observé silencieusement depuis un banc latéral, leva la main. Cette ligne de questionnement est irrégulière. « Défendez-vous l'accusé » demanda le prêtre. « Non, » dit Aurélien, « mais je crois que vous avez pénétré dans son histoire menstruelle, et franchement, je ne veux pas être là pour ça. » La foule,
un mélange de tantes curieuses et de personnes qui pensaient que c'était une pièce de théâtre, murmura en accord. Enfin, le procès se termina par une sentence des plus graves. Isolde devait assister à des cours de pureté 3 fois par semaine pendant un mois et ne pas parler à des moines, des animaux de ferme ou des légumes de formes inhabituelles sans surveillance. C'est pendant l'un de ces cours, une affaire douloureusement ennuyeuse dirigée par sœur Mabel, dont la voix ressemblait à une éponge humide tombant à plusieurs reprises sur la pierre, qu'Isolde a vraiment libéré son esprit. Elle fixait un dessin de sainte Ludwina, la patronne de la courtoisie appropriée, qui, selon les rumeurs, était morte d'avoir réprimé trop de sentiments. Son martyre impliquait 17 évanouissements, 5 prétendants arrangés et exactement 0 orgasme. « Je ne peux pas faire ça », murmura Isolde au plafond. Sœur Mabel cligna des yeux. « Faire quoi, enfant? Meurs de décence. Soyez pieux par pure rancœur. La modestie est une force. Alors je suis plus faible qu'un furet sous-alimenté, sœur. » Elle fut envoyée hors de la classe avec une pomme et une prière, aucune des deux n'étant destinée à être utilisée comme prévu. De retour à l'église, le frère Aurélien avait ses propres problèmes. Il était surveillé. De près, les moines âgés avaient commencé à faire des commentaires énigmatiques comme « Nous surveillons votre flexibilité doctrinale » et « N'oubliez pas, le péché peut porter des jupons ». Il passait de plus en plus de ses après-midi dans les jardins où il pouvait prétendre méditer en toute sécurité tout en pensant aux yeux d'Isolde. Sa voix, la façon dont elle faisait même de la blasphème un manifeste révolutionnaire. Un après-midi, alors qu'il taillait un arbuste au regard particulièrement jugeur, Isolde apparut. « Que fais-tu » demanda-t-elle. « Lutter avec mon âme. Ça explique les cisailles. » Ils ont parlé. Ils marchaient. Ils échangèrent des histoires sur des saints qui avaient été étrangement attachés à d'autres saints. Au moment où ils atteignirent le ruisseau, ils étaient côte à côte. « Si je devais dire quelque chose de pécheur, » murmura-t-elle, « me dénoncerais-tu ?»« Ça dépend du péché. » « Jurer? Non. Hérésie? Peut-être. Un désir de goûter aux fruits défendus. » Il s'arrêta. Elle le regardait comme si elle était le fruit. Et il mourait de faim. Rien ne s'est passé. Mais aussi, tout s'est passé. Quand Isolde rentra chez elle ce soir-là, les poules avaient l'air plus satisfaites que d'habitude. Sa mère lui lança un regard suspicieux. « Tu sens le basilic. Nous étions dans le jardin. Tu n'as jamais jardiné de ta vie. Peut-être que je tourne une nouvelle page. Retourne le cochon, alors. » Il s'est roulé dans quelque chose de pécheur. Alors qu'elle jetait le père Hoingsworth dans la auge, Isolde ne pouvait s'empêcher de sourire. Pour la première fois de sa vie, le péché lui avait semblé en valoir la peine. Chapitre 3. Tu ne feras pas de tes hormonaux. La première visite d'Isolde à la hutte de Madame Elda n'était pas prévue. Comme la plupart des grands péchés et des petites révolutions, cela a commencé par un champignon et s'est terminé par une infusion d'herbe. Tout a commencé lorsque sa cousine Emmeline, une fille de 17 ans et 4 fiançailles, a développé une éruption cutanée à un endroit qu'elle refusait d'identifier publiquement. Elle arriva au cottage d'Isolde en serrant une feuille de figuier et avec une expression de modestie vouée à l'échec. « J'ai besoin d'herbe, » murmura Emmeline. « As-tu essayé de ne pas t'asseoir sur des grenouilles ?» Isolde répondit, utilement. « Non, j'ai besoin de plantes pour femmes. Celles dont ils ne parlent pas à l'église, ceux qui rendent tes règles plus pente facultative. » Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, Madame Elda. Madame Elda,
était l'apothicaire officieux du village, guérisseuse, sage-femme, prophétesse de la météo, hypnotiseuse de poules et conseillère spirituelle pour les navets particulièrement dramatiques. Elle vivait seule dans une hutte faite de décisions douteuses et de orties séchées, juste à la lisière de la forêt, où les femmes respectables n'allaient que si elles étaient désespérées ou légèrement ivres. « Entrez, mais ne manquez pas de respect à ma chèvre, » dit Elda en les voyant arriver. La chèvre, portant une couronne de marguerites et un air de profond désintérêt, poussa un bêlement digne. Elda était ancienne comme le sont les rochers, ridée, immuable et souvent assise par les imprudents. Elle portait 27 couches de châle, 2 ceintures en or et un collier de poires séchées qui, disait-elle, éloignait les démons et les voisins encore plus loin. « Qu'est-ce qui afflige l'enfant du ventre ?» grogna-t-elle, poussant Emmeline vers un tabouret. « Des possibilités indésirables » murmura Emmeline. « Ah, une tasse de thé. Oh non, pas ça, alors. Une tasse de thé. Oh non, tu ne vas pas, alors. » Elle s'affairait avec des poignées de feuilles, murmurant des incantations comme Artémisia, Time, Fenouil et Honte. Puis, sans lever les yeux, elle dit « Et toi, fille, que cherches-tu » Isolde cligna des yeux. « Wisdom » Elda a ri si fort qu'un corbeau est tombé de son toit. « Tu veux de la sagesse, va parler à une pierre. Tu veux la liberté? Tu apprends les herbes. Tu veux du pouvoir? Tu apprends à connaître ton propre corps. Tu veux des ennuis? » Isolde leva un sourcil. « Devrais-je dire oui ?» Elda lui tendit un pot étiqueté. « Moonblood no more. Apply cautiously. » Trop tard. La nouvelle de leur visite, bien sûr, s'est répandue plus vite que la moisissure sous les selles d'un moine. À la fin de la semaine, 3 nouvelles rumeurs avaient émergé. Isolde avait invoqué un esprit de l'amour en utilisant de l'origan. Emmeline épousait la chèvre. Madame Elda avait maudit tout le village avec une fertilité inversée. Le père Tistelgrim a déclaré un sermon d'urgence. Il frappa le pupitre avec une telle fureur qu'une section du toit s'effondra à nouveau, provoquant une évacuation rapide mais respectueuse. « Le diable porte des herbes, » rugit-il, « et il les brasse dans des chaudrons de menstruation et de débauche. » Frère Aurélien n'a pas assisté. Il prétendait avoir de la fièvre. En réalité, il se cachait dans le scriptorium, réécrivant les psaumes avec des doubles sens de plus en plus aigus. Un soir, sous le prétexte de ramasser du romarin pour un ragoût, Isolde et Aurélien se rencontrèrent au bord des bois. « Tu nous as manqué, » dit-elle. « J'étais en train de réviser les Écritures. Saviez-vous que le psaume 63 peut être interprété à la fois comme une soif de Dieu et... » Il hésita. « Un désir de chaleur humaine dans un lit froid ?» Elle sourit. « Ça explique la fièvre. » Ils s'enfoncèrent plus profondément dans les arbres, parlant de choses sans importance et en signifiant tout. Dans une clairière, Isolde sortit un pot de son sac. « Je t'ai apporté du thé. » « Quelle sorte ?»« Le genre illégal. » Ils s'assirent. Il a siroté. Il s'étouffa. « Saints du ciel, est-ce du fenouil et de la sorcellerie ?» Presque. C'est une libération hormonale avec une touche d'autonomie personnelle. Ils ont ri, puis ils ne le firent plus. Dans le silence, il tendit la main vers elle. Elle tremblait, pas par peur, mais par le poids des choix jamais permis, des futurs niés, avant qu'ils ne puissent se former. « Je ne devrais pas, » murmura-t-il. « Mais tu en as envie, » répondit-elle. La lune,
toujours complices, observaient avec approbation. Ils ne s'embrassèrent pas. Mais la proximité de leur péché devenait étrangement étroite. De retour au village, l'éruption cutanée d'Emmeline s'est estompée. Le père Tistelgrim commença à tressauter dès que quelqu'un mentionnait le thé. Madame Helda a été vue en train de danser avec sa chèvre sous la pleine lune, ce qu'elle a prétendu être strictement médical. Et Isolde, elle a écrit sa première recette de potion dans un psautier volé. Elle y avait écrit « Pour la clarté des intentions et le désir inopportun, un poignet de rébellion, 2 gouttes de désir, une pincée de « Au diable eux », imprégné de moments volés. » Chapitre 4. La virginité de Sainte Navet et autres fictions juridiques. Le procès du certificat de virginité commença, comme la plupart des choses dans le village d'Isolde, par un éternuement inapproprié d'une chèvre pendant la messe. « Un présage !» s'écria le père Tistelgrim. « Juste une indigestion !» murmura le propriétaire de la chèvre. Mais les présages étaient une affaire sérieuse, et ce jour-là, les anciens de l'église s'étaient réunis sous le vieux érable, celui avec une branche étrangement en forme de croix, pour discuter de la crise de pureté qui frappait la région, qui, selon le crieur public, était causée par une augmentation des femmes pensant de manière indépendante, des tisanes et une exposition excessive des chevilles. Frère Aurélien essaya de s'abstenir de la réunion. Il a invoqué un vœu de silence, un vœu de jeûne, et, brièvement, un vœu de danse interprétative, mais rien n'y fit. Frère Aurélien, croissa l'ancien Norbert, un homme dont la moustache avait survécu à 3 fléaux et à un accident étonnamment sensuel, avec de la cire chaude. Vous êtes le gardien spirituel de mademoiselle Isolde, n'est-ce pas? Je préfère le terme témoin, réticent de son éclat. A-t-elle ou n'a-t-elle pas violé l'ordre sacré de la vertu virginale? Aurélien cligna des yeux. Est-ce qu'un ordre réel? Et Norbert sortit un rouleau. Il était écrit « Par ordre de saint Navet le chaste, toutes les jeunes filles seront examinées pour détecter des signes de curiosité excessive, d'ambition intellectuelle et de sorcellerie pelvienne. Tout coupable sera renvoyé à la tour de la repentance ou au cabanon de jardin, si la tour est pleine. » Aurélien soupira. C'est juste une loi de chou avec un surplus de culpabilité. Pendant ce temps, Isolde essayait de lire tout en équilibrant un canard sur son genou. « C'est pour mes nerfs, » dit-elle à Emmeline. « Tu lis un livre interdit avec de la volaille. C'est réconfortant. » Le livre en question était « Une proposition modeste pour l'autonomie féminine », écrite en code par une religieuse nommée Sœur Pétronille, qui avait simulé sa mort par noyade dans de la bouillie. Il contenait des chapitres tels que « Sur l'inconvénient de l'opinion masculine » et « Comment simuler la virginité en n'utilisant que de la détermination et du jus de betterave ». Isolde était en train d'atteindre la recette de jus de betterave quand un enfant a fait irruption. « Ils viennent pour ta vertu. » Encore, « Apporte un mouchoir. » Et un faux livre de chant. Isolde fut traînée devant le conseil de l'érable, portant son meilleur haussement d'épaule et une expression d'intérêt modéré. Ses cheveux étaient en désordre, ses poches pleines d'herbes suspectes, et son attitude calibrée pour « menace ». « Nous avons des raisons de croire, » annonça le père Tistelgrim, « que votre vertu a été, comment dire, improvisée. Seulement quand je m'ennuie. Tu te moques de saint Navet. Je ne mange même pas de légumes. » Des soupirs. Aurélien toussa. « Puis-je vous rappeler à tous que le manuscrit original de saint Turnipe a récemment été découvert comme étant une mauvaise traduction de saint Turpène, qui n'était pas une vierge mais un forgeron très flexible. » Plus de soupirs. Norbert,
agita El Pergamino. Néanmoins, elle doit subir l'épreuve de pureté. Laisse-moi deviner, dit Isolde. Cela implique des rituels embarrassants, des outils suspects et un mépris total de l'autonomie corporelle. Exactement. Ils la conduisirent à l'autel, où l'attendaient un bol d'eau bénite, un bouquet de lavande et un navet sculpté d'un halo. Le rituel comprenait renifler la lavande pour détecter l'impureté, équilibrer le navet sur une main pour mesurer l'équilibre spirituel et réciter une incantation de pureté à l'envers pour confondre Satan. Elle a réussi les trois. Nous ne nous y attendions pas, murmura Norbert. Elle doit être une super sorcière, chuchota Tistelgrim. Au coucher du soleil, Isolde fut libérée avec un avertissement formel, un halo de seconde main et une forte recommandation de considérer une vie de broderie cloîtrée. Au lieu de cela, elle retourna chez Madame Elda, où la chèvre portait maintenant des lunettes et prétendait écrire des mémoires. Elda lui versa un verre. « Tu as survécu à l'épreuve ?»« Apparemment, je suis un saint mineur maintenant. »« Bien. Tu en auras besoin. La révolution est désordonnée. » Cette nuit-là, Aurélien est arrivé. Il tenait un sac de navets. J'ai apporté des collations. Ironique. Aussi, ajouta-t-il, je pense que je suis prêt à arrêter de faire semblant. Ils ne se sont pas embrassés, mais ils ont commencé à rédiger un nouvel évangile. Sa première ligne disait « Au commencement, il y avait la curiosité. » Chapitre 5. Le Kama Sutra. Monastique et autres rouleaux curieux. Il y avait beaucoup de choses entreposées dans l'archive poussiéreuse sous le monastère, des rouleaux, des reliques, au moins un blaireau momifié, mais aucune n'était aussi controversée, aussi hérétique, aussi profondément intéressante que le rouleau 487b, le guide monastique illustré des postures chastes, édition non élaguée. Aurélien l'a trouvé par accident. Il cherchait un volume de psaumes égaré quand il trébucha sur une boîte étiquetée « Strictement pour études contextuelles » et l'ouvrit pour découvrir des diagrammes, moine, non, poste, description, étiqueté, dans le but d'éviter les péchés comparatifs. C'était le plus grand secret de l'abbaye, mentionné à voix basse avec des phrases comme « le parchemin des angles interdits » et « le compendium de Saint Contorta ». Il le fixa pendant 5 minutes entières, puis courut vers le cottage d'Isolde, comme si la bibliothèque était en feu et qu'il transportait tous ses potins. « Est-ce la partie où tu déclares le célibat et ensuite tu me lis de l'érotique en guise de pénitence ?» demanda-t-elle lorsqu'il apparut, les yeux fous et agitant le rouleau. « Pire, dit-il, c'est de la théologie, avec des notes de bas de page et les positions des pieds. Et cela pourrait contenir le secret de la damnation éternelle ou une excellente routine d'étirement. » Ils étendirent le rouleau sur sa table. « Oh, dit Isolde lentement, c'est beaucoup de calligraphie pour le derrière de quelqu'un. »« C'est académique, murmura Aurélien, rougissant si fort qu'il avait l'air bouilli. Une entrée était intitulée « Le novice inversé avec une intention compromise », mettant en scène une figure tentant ce qui ressemblait à un repentir, tout en se tenant sur une jambe et en tenant un encensoir. Un autre lisait « Les vêpres jumelles de la curiosité interrogative », qui semblait impliquer 3 personnes, une échelle et un ensemble de justifications morales étonnamment détaillées. Pourquoi cela existe-t-il? Isolde demanda enfin. Parce que les moines s'ennuient, sont réprimés et étonnamment flexibles. Ils ont commencé à lire à voix haute pour rire, mais quelque part entre le pli croissant de l'ange souffrant et la fente de sainte ambiguïté, les choses sont devenues silencieuses, très silencieux.
Leurs yeux se rencontrèrent. « J'ai des questions, » murmura Isolde. « J'ai des contre-arguments, » répondit Aurélien. Ils ne s'embrassèrent pas. Mais ils ont bien reconstitué un diagramme, pour des raisons scientifiques, et l'élasticité spirituelle. La nouvelle de leur séance d'études peu orthodoxes se répandit comme toutes les bonnes rumeurs, sur les ailes des blanchisseuses ennuyées et des petits chanteurs chuchotants. Le père Tistelgrim accula Aurélien près des cloîtres. « J'ai entendu dire que vous avez pratiqué de la gymnastique. C'est du yoga liturgique. J'ai entendu dire qu'il y avait des illustrations. Historiques, précis, légèrement acrobatiques. Tu es sur la glace mince, frère. Il n'y a pas de glace. C'est juin. » Pendant ce temps, Isolde avait commencé à esquisser ses propres diagrammes. Pas nécessairement de position, mais d'idées, la liberté, la rébellion, comment construire une meilleure société à partir d'herbes, de satire et d'entêtement. Elle en a intitulé une, La femme droite et la doctrine inflexible. Une autre, Résistance par la posture. Un troisième a simplement dit Réessayer, patriarcat. Un soir, Madame Elda a organisé une lecture. C'était un salon clandestin, fréquenté par des poules radicales, des veuves trop curieuses, et deux hommes déguisés, maladroitement. Isolde lut à haute voix leurs manuscrits en évolution. Bienheureux soient les désobéissants, car ils hériteront de toute la maudite conversation. La foule applaudit. La chèvre a donné un coup de tête à une bougie en signe d'accord. Le lendemain, la cloche du monastère sonna l'alarme. L'évêque arrivait, et il apportait l'index des choses interdites. Chapitre 6. L'évêque, le bordel et l'incident de la banane. Bénédictine. L'évêque Alphonse de Grenipoll arriva dans le village avec une suite de sainteté si dense qu'elle avait besoin de sa propre charrette à bœufs. Derrière lui traînaient 10 scribes, 6 porte-bannières, 2 furets de compagnie, et un jeune choriste au visage sévère nommé Neville, qui ne faisait rien d'autre que de sonner une cloche sanctifiée chaque fois que quelqu'un prononçait le mot « fornication ». Ding. « Arrête, Neville ». Il venait portant l'index des choses interdites, un tome relié en cuir de la taille d'une vache laitière, censé contenir tous les péchés commis depuis l'invention du pain, et au moins 4 pages consacrées uniquement aux usages spéculatifs du beurre. Le père Tistelgrim l'accueillit avec l'enthousiasme d'un homme certain qu'il serait enfin réhabilité, canonisé, et peut-être même fait chevalier, tout cela dans la même semaine. « Votre sainteté, le village est envahi par la tentation. » Des femmes qui lisent. Moines se penchant. Des chèvres lançant des regards de travers. L'évêque descendit avec la grâce d'un tonneau ivre. « Montrez-moi les sources de corruption. » Première étape. La hutte de Madame Elda. Elda les accueillit dans une robe faite de mousse et de confiance. « Si vous êtes ici pour des verrues, je facture par malédiction. » L'évêque Alphonse pointa les herbes suspendues. « Illégal. » « À qui ? » ?»« À l'église. Alors je ferai en sorte de ne pas les utiliser pendant la messe. » Il ordonna de fouiller sa hutte. Ils ont trouvé 3 flacons de thé contraceptif, un perroquet très opiniâtre nommé Sorcerie, un pamphlet manuscrit intitulé « Comment maudire un patriarche en 7 étapes faciles » avec des diagrammes. Neville sonna sa cloche avec une joie évangélique. Ding. Prochaine. Isolde. Elle attendait, pas effrayée, juste agacée. L'évêque Alphonse plissa les yeux. « Niez-vous posséder des connaissances illicites ? Je le catalogue par ordre alphabétique.
Avez-vous engagé des actes physiques non autorisés avec le frère Aurélien? Ça dépend. L'enchevêtrement spirituel est-il maintenant une catégorie? Ding. Thistlegrim s'évanouit. Et puis, les rouleaux furent trouvés. Pas seulement le Kamasutra réimaginé par des moines, mais les ajouts annotés d'Isolde et d'Aurélien, complets avec des commentaires en bonhommes allumettes et des notes de bas de page théologiques écrites en latin passionné. L'évêque devint violet. C'est de la sédition. Hérésie. Aussi, il marqua une pause. Cette position ici est anatomiquement implausible, à moins que vous ne soyez hyperlaxe et partiellement aquatique. Page 47, dit Aurélien en guise d'aide. Note de bas de page 2. Recommandé uniquement après un étirement significatif et un consentement mutuel. Pour le coup de grâce, Elda a fait venir un témoin, Madame Céleste, propriétaire de la seule maison close légale pour 5 comtés. Eh bien, dit-elle, entrant dans l'église en velours et dentelle, quelqu'un a emprunté mes diagrammes. Elle posa un livre relié en velours, Les arts pratiques de l'amour, de la luxure et de la sécurité lombaire. Titre des chapitres, lut-elle à voix haute, quand l'humeur frappe et que les planchers craquent. Comment ne pas déboîter un partenaire pendant l'intimité dévotionnelle? Bananes bénédictines et autres instruments peu conventionnels. Isolde leva un sourcil. Des bananes. Béni, ciré, dual purpose. Ding. L'évêque a ordonné une enquête complète. Les enfants de chœur s'enfuirent. La chèvre a témoigné, surtout en éternuant. Le procès était chaotique, profondément théâtral et étrangement excitant. À la fin, l'évêque Alphonse a fait une seule déclaration. Tous les rouleaux doivent être brûlés. Toutes les herbes seront confisquées et toutes les parties impliquées bannies. À quoi Isolde répondit « Très bien, mais nous emportons la chèvre. » La chèvre bêla de triomphe. Et donc, sous un ciel plus confus qu'en colère, Isolde, Aurélien, Elda et un modeste entourage de parias, guérisseurs et poules curieuses, quittèrent le village. Ils ne fuyaient pas, ils évoluaient. Leur prochaine étape, la ville. Leur prochain objectif, l'impression. Leur prochaine menace, l'alphabétisation. Chapitre 7. Sédition en satin. Le guide du rebelle pour l'amour, l'encre et les sages-femmes avec des opinions. La ville de Belmora ne savait pas ce qui l'avait frappé. Une minute, c'était un centre commercial médiéval animé avec 7 tavernes, un bureau de l'Inquisition étrangement bien financé et une place publique où les gens débattaient de théologie en utilisant des graissins. La minute suivante, il était envahi par des pamphlets. Des milliers d'entre eux. Ils flottaient des toits, jonchaient les seuils, étaient glissés dans les livraisons de poissons et insérés entre les livres de cantiques. Les titres comprenaient « Pourquoi la virginité est une construction sociale et pas particulièrement bonne ?» Le guide de la dame pour une littérature pécheresse. Embrasser avec intention, tactiques anarchistes pour la révolution douce, et l'incontournable, sage-femme, gémissement et les moines qu'elles ont défaits. Belmora n'avait jamais été aussi titillée ni aussi confuse. Isolde et son groupe hétéroclite s'étaient installés au-dessus d'une boulangerie, où l'odeur de levure et de rébellion s'échappait de chaque fenêtre. Elda gérait l'apothicaillerie depuis une pièce à l'arrière étiquetée « Sûrement pas des potions ». Aurélien supervisait l'édition et les remarques spirituelles. Et Isolde, elle a dirigé ce qu'ils appelaient la révolte de l'encre. Ils ont recruté des scribes. Anciennes religieuses, des moines mécontents avec une écriture lisible. Une ancienne prostituée, devenue typographe nommée Françoise,
qui pouvait casser les doigts d'un homme en 3 langues. « Nous n'imprimons pas seulement des livres, » dit Isolde, s'adressant à ses complices avec une tache d'encre sur le nez. « Nous imprimons des options. » Les ennuis, bien sûr, ont suivi. La Guilde de la moralité officielle, GOOM, a émis un édit. Tout matériel imprimé non approuvé au préalable par un panel d'évêques sans humour sera considéré comme séditieux, salace et hautement inflammable. À quoi Isolde a répondu en imprimant l'édit à l'arrière de son prochain pamphlet, avec des annotations. Aurélien ajouta des notes de bas de page. Elda a ajouté des herbes. Françoise a ajouté des paillettes. Le pamphlet a explosé en popularité. Littéralement. Le paillette était instable. Bientôt, des cercles de lecture commencèrent à apparaître dans les tavernes, les bains publics et les cliniques de sages-femmes. Les gens commencèrent à citer Isolde comme des écritures. Une pensée non examinée est une vertu gaspillée. Le corps n'est pas un champ de bataille, c'est un fief. Possédez-le. Ne fais jamais confiance à un homme qui craint un utérus. Ces dictons, connus collectivement sous le nom d'aphorismes de l'anarchie, furent finalement gravés sur des bancs publics, des murs de la ville, et sur le front d'un maire particulièrement audacieux. Il l'a demandé lui-même. Puis vint le grand incident. Les débats du conseil municipal des malpropres contre les vertueux. Isolde, représentant la toute nouvelle Ligue de l'autonomie corporelle radicale et de la posture douteuse, s'est affrontée à une coalition d'évêques, de moralistes et d'un gars dont tout l'argument consistait en la phrase « mais la tradition ». Son discours d'ouverture. Si le péché est le seul moyen d'apprendre, alors que nous soyons tous très éduqués. Elle a lâché le micro. Personne ne savait ce qu'était un micro. Ils étaient profondément impressionnés de toute façon. À la fin de la semaine, la ville était divisée. Une moitié exigeait qu'Isolde soit canonisée. L'autre moitié exigeait qu'elle soit brûlée vive. Un compromis a été proposé, une statue. Taillée dans le marbre, elle représentait Isolde, tenant un rouleau dans une main et une herbe contraceptive dans l'autre, se tenant triomphalement sur un tas de ceintures de chasteté fumante. Il a été rapidement vandalisé par un groupe de mères préoccupées qui ont ajouté des rideaux de modestie. Elda les a remplacés par de l'ail et de la poésie. Pendant ce temps, Aurélien avait une crise. « Et si nous étions allés trop loin ?» demanda-t-il en regardant un guide fraîchement imprimé, intitulé « Forniquer comme un philosophe ». Isolde haussait les épaules. La connaissance est une pente glissante. Mieux vaut glisser dessus en profondeur. Il la regarda, elle le regarda, et ils s'embrassèrent. Pour de vrai cette fois, il y avait des notes de bas de page, mais la paix ne devait pas durer. Un espion de la cour papale s'était infiltré dans la ville déguisé en blanchisseuse. Elle a rapporté « Les hérétiques se baignent, lire, discuter de leurs organes génitaux avec nuance, recommander le feu. » Dans les jours qui suivirent, une convocation arriva. Isolde et Aurélien devaient être jugés dans la capitale. Leurs accusations ? Sédition, hérésie, distribution non autorisée de notes de bas de page. Leur réponse ? D'accord. Mais nous emmenons la chèvre. Chapitre 8. Le dernier procès. Amour, scandale, et la note de bas de page qui a changé l'Église pour toujours. La cour papale à Vindivus était une forteresse de pierres solennelles, de grandeur réprimée et de siècles de constipation spirituelle. Isolde, Aurélien et la chèvre, qui insistaient pour porter un collier cérémoniel, arrivèrent juste au moment où les cloches sonnaient pour l'heure de l'hérésie
l'une des 3 sonneries quotidiennes, sans compter le brunch optionnel de sorcellerie. Ils furent conduits à la grande salle de reddition ecclésiastique, une pièce remplie de robes rouges, de perruques blanches et d'un nombre alarmant de vieillards allergiques à la joie. « Déclarez vos noms et vos crimes », tonna le cardinal Crustulum, dont le souffle pouvait transformer le vin en eau. « Je suis Isolde de Belmora, » dit-elle calmement, « et j'ai inventé le féminisme annoté. Aurélien de nulle part, accusé de sas scriptural. » La chèvre éternua. Tout le monde sursauta. Le procureur a ouvert avec panache. Un archevêque déroula un rouleau si long qu'il se déplia dans l'allée et sortit par la fenêtre. « Voici la liste des offenses hérétiques, » déclara-t-il, « commises par l'accusé, y compris mais sans s'y limiter. La fornication en théorie, la pamphlétaire en pratique, le sape théologique, les démonstrations publiques d'affection avec des métaphores subversives et la moquerie répétée de saint Flatulus. » Isolde se pencha vers Aurélien. Était-ce celui qui a explosé en avalant sa fierté? Martyr gazeux, mort en proclamant l'humilité et le vent. Iconique. Le procès a dégénéré en folie en 27 minutes. Françoise fit irruption dans la salle d'audience brandissant un luth et criant « Elle nous a appris à lire, vous misérables tas de croûtes non humidifiées !» Elda lança des herbes dans la foule et crie « Pour la fertilité et le chaos moral !» Ah! Un groupe de sages-femmes rebelles a organisé une reconstitution de naissance en flash-mob dans les allées. 3 cardinaux se sont évanouis. La chèvre a déféqué sur le sol, dans ce que les historiens appelleraient plus tard un commentaire audacieux sur le pouvoir organisé. Quand le chaos se fut apaisé, le juge leva une main fatiguée. Les accusés ont-ils une déclaration finale avant la sentence? Isolde se leva. « Je le fais. » Elle sortit de son manteau un dernier rouleau, écrit à la main, illuminé, annoté, gras. « Ceci, » dit-elle, « est le codex du consentement. C'est notre réponse à vos siècles de honte. Un guide non pas vers le plaisir, mais vers la permission, et le pouvoir mutuel, et le sas spirituel. » Elle le passa au greffier. Le juge plissa les yeux sur la première ligne. Au commencement était le verbe. Et la parole dit « Discutons honnêtement des attentes. » Ce qui s'est passé ensuite a défié les précédents et le bon goût. Le public dans la salle d'audience s'est levé. Puis se sont assis. Puis ont applaudi. Puis a paniqué. Un évêque pleura doucement dans son livre de cantiques. Un autre a demandé à emprunter la chèvre. Le chef scribe s'évanouit d'avoir trop souligné. Et le cardinal Crustulum, tremblant, prononça la seule phrase que ses lèvres gercées purent articuler. « Publiez-le. » Silence. Puis « Pardon ?» Isolde cligna des yeux. « Je t'ai dit de le publier. » murmura-t-il. C'était étonnamment bien cité. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et le livre aussi. Le Codex du consentement est devenu le texte le plus copié de l'histoire de Vindivus, juste après les 50 nuances de saint Augustin. Il a été interdit, il a été réimprimé, il a été brûlé. C'était tatoué sur un chevalier. Et à travers tout cela, Isolde et Aurélien, maintenant officiellement amants, radicaux et qu'auteurs, ont parcouru le continent, répandant l'alphabétisation, les herbes, les câlins et les recalibrages théologiques. Elda a ouvert la première clinique en plein air d'Europe pour la contraception à tendance magique. Françoise est devenue ministre de l'impression et des jeux de mots. Et la chèvre, elle s'est retirée dans une ferme.
devenu une légende, a écrit un mémoire. Des années plus tard, Isolde se tenait sur une colline avec des mains tachées d'encre et un sourire satisfait. « Avons-nous changé le monde ?» demanda-t-elle à Aurélien. Il lui baisa les jointures. Nous lui avons donné la permission de se transformer. Ils descendirent la colline, vers un autre village, un autre rouleau, et probablement un autre procès. Mais cette fois, ils apporteraient plus de notes de bas de page. La fan.